Son parcours professionnel s'est construit autour notamment de la mise en œuvre territoriale de politique sociale et de santé. Elle s'expliquera qu'est-ce que ça veut dire pour nous ici au Québec. Et ces politiques sont comportées, elles impliquent la coordination étroite entre les institutions publiques et des acteurs locaux et une compétence d'ingénierie territoriale. Bonjour. Et Laurence Bérard, qui est professeure titulaire au département de sciences politiques de l'Université de Montréal. Ses recherches portent sur la participation publique, la démocratie locale et l'engagement politique. Elle débute actuellement un projet de recherche sur la gouvernance anticipative et les institutions pour la génération future à l'échelle locale. D'ailleurs, tes co-titulaires, des gens aussi, tu pourras présenter parce que c'est important. Il y a plusieurs personnes dans la salle qui travaillent sur ces enjeux. Caitlin McMillan aussi, bonjour, est Associate Professor au département de Social Sciences and Business à la Roskilde University au Danemark. Elle est aussi Associate Fellow à la Vienna University of Economics and Business. Elle a avant eu des positions, des postes à Aalborg University, à Concordia ici au Québec et aussi à l'Université de Montréal. Caitlin travaille sur la coproduction, l'innovation des services publics et sur le rôle des organismes communautaires dans la gouvernance. Merci Caitlin d'être avec nous. Je débute notre animation sur une question assez, je dirais, intéressante qui est que souvent on pense à la coproduction comme provenant nécessairement des milieux communautaires pour ensuite devenir politique publique, mais on a aussi énormément d'exemples où c'est des services publics, puis on en a vu pendant la semaine, où c'est les services publics qui vont essayer d'aller chercher finalement mobiliser les communautés, les citoyens dans la coproduction des services publics. Donc, on se demande justement comment on peut concilier ces deux dynamiques-là, puis comment on va chercher justement, lorsqu'on a une politique publique, la mobilisation des citoyens dans les territoires. Je vous donnerai la parole donc pour commencer la discussion. Merci Audrey. Alors peut-être avant quelques propos productifs et puis des précautions. Donc ce que je vais vous livrer aujourd'hui, c'est ma vision à moi de fonctionnaire. Voilà, c'est mon regard. Et donc voilà, je reconnais cette précaution. Et puis avant de vous parler de comment ça se passe en France, peut-être très rapidement expliquer un petit peu notre organisation du système de santé. Donc moi je suis effectivement fonctionnaire du ministère de la Santé, et donc on a notre ministère et des services territoriaux qui sont chargés de décliner les politiques dans les territoires et de les ajuster aux besoins locaux de ces territoires. Et donc on a des agences régionales de santé pour tout ce qui est santé. Et pour le social, on a des directions régionales et départementales, emploi, travail, solidarité. Donc c'est une quinzaine d'années en fait qu'on a cette organisation-là, et qui n'est pas neutre, puisque précédemment on avait un seul service déconcentré de l'État avec les deux politiques, enfin les politiques sociales et les politiques de santé. Donc c'est déjà une difficulté désormais d'avoir ces deux structures et qui doivent aussi travailler ensemble. Donc juste pour vous dire un petit peu comment on fonctionne. Et puis, alors, donc, comment fonctionne la coproduction dans le secteur de la santé en France. Donc je vais prendre l'exemple en fait des agences régionales de santé. Si vous connaissez un petit peu la France, on n'est pas réputé pour être beaucoup dans l'horizontalité, donc coproduction. On a une administration, on va se dire, assez verticale, et donc on a toujours un cadre. Voilà, toujours une loi, un décret qui vient encadrer la coproduction. C'est comme ça encore en France. Et donc pour territorialiser, on a les outils classiques de la planification, de l'allocation de ressources, du contrôle, de l'inspection. Et puis on a, depuis une vingtaine d'années, deux autres leviers qui sont la contractualisation et qui sont la démocratie en santé. Sur la contractualisation et puis sur la, moi je vais un peu tweet, mais sur la coproduction, pour nous, elle est à 3 niveaux. Déjà, on coproduit avec les autres institutions. Et pour nous, c'est nouveau, voilà, depuis une quinzaine d'années. Sur la santé, on ne travaille pas tout seul, il faut qu'on travaille avec les collectivités locales, avec les municipalités, travailler avec les territoires, donc ça c'est un premier niveau. Et puis aussi les services de l'éducation nationale, de la jeunesse, par exemple. On a un autre niveau de coproduction avec les opérateurs, les effecteurs, donc c'est les associations, ce que vous appelez les ONL, les établissements. Et puis on a la coproduction avec les citoyens. Sur la coproduction
et on empile les millefeuilles, ça je ne peux pas dire le contraire, mais avec des représentants d'usagers, que ce soit dans les instances de gouvernance des hôpitaux, des associations, des établissements et aussi au niveau de l'administration, au sein des agences régionales de santé, dans des commissions régionales où on a des collèges d'usagers. Après, c'est annoncé comme de la coproduction, mais on est encore beaucoup à la consultation. Voilà, pour être c'est comme ça qu'on le vit. Et donc, on est vraiment, par contre, depuis quelques années, sur la dimension plus d'aller chercher la coproduction. Et pour ça, on a eu 2 crises majeures en France. On a eu la crise des Gilets jaunes en 2018. Vous avez dû connaître un grand mouvement social en France où une partie, en fait, des citoyens a revendiqué beaucoup plus de justice sociale, un blocage du pays pendant plusieurs semaines. Et vraiment, ça a été quand même un détonateur beaucoup dans notre pays aussi on ne peut plus fonctionner comme on fonctionnait avant et l'administration et l'État doivent changer, il est questionné, il n'y a plus de confiance. La deuxième crise qu'on a tous eue, c'est le Covid. Et au niveau de l'administration, on a vraiment ressenti, en tout cas dans mon ministère, dans les services dans lesquels j'étais, un avant et un après. Et oui, on avait des cadres et des outils pour nous dire allez vers la coproduction, mais on n'avait pas la posture et on n'y allait pas. Donc là, il y a vraiment eu un détonateur. Et il y a une évolution en fait depuis. Comme des moments qui nous attirent. Comme souvent la crise. C'est quand même quelque chose qu'on voit aussi au Québec, mais ailleurs aussi. Je vais vers vous parce que ce passage entre la consultation et la coproduction n'est pas évident nécessairement, mais des fois il est précurseur. J'aimerais ça vous entendre sur la difficulté justement d'adopter la posture de coproduction. Qu'est-ce que ça veut dire réellement, cette posture-là, par rapport à la participation ou de la consultation plus large? Peut-être les Oui, en fait, c'est une question difficile. Je pense qu'il y a beaucoup d'exemples où il y a ce que je trouve dans mes recherches en Angleterre et en France et au Québec aussi, il y a des exemples où des organisations ou des personnes utilisent le mot coproduction pour décrire ce qu'ils font et que ce n'est pas vraiment, en fait, c'est vraiment la consultation. Je pense que la question est vraiment de transmettre de pouvoir aux citoyens et aux usagers, et que c'est vraiment une situation aussi de faire des choses ensemble. Donc je pense que le problème avec des marges qui s'appellent des fois de coproduction, c'est pas vraiment une démarche de faire des choses quand c'est que des décisions, quand le pouvoir de vraiment faire la décision reste avec les pouvoirs politiques ou des pouvoirs publics. Ce ne peut pas être de coproduction. Quand il y a des marges où des citoyens sont engagés dans la mise en œuvre de quelque chose, ça peut vraiment être de coproduction. Donc c'est vraiment dans des exemples où c'est quelque chose qui est fait ensemble, de mon point de vue. Oui, merci pour l'invitation. Peut-être pour répondre à la question, moi je voudrais juste dire que moi je travaille avant tout sur la participation publique, des innovations démocratiques au niveau local, donc c'est sûr que ça va influencer les réponses. Comme moi par exemple, le système de santé avec Audrey, on a organisé un an et demi un séminaire sur la coproduction, avec les citoyens qui étaient là aujourd'hui, où on se posait la question de qu'est-ce que c'est. Puis ça m'anime toujours en fait cet enjeu-là parce que le positionner par rapport à la participation publique, est-ce que c'est juste un continuum? Est-ce que ça l'encadre et ça comprend d'autres choses que la participation publique? Puis j'avoue que je suis toujours pas, je trouve pas toujours ça très clair. C'est-à-dire de quoi on parle quand on parle de coproduction dans la réalité. C'est-à-dire que oui, dans les articles universitaires, on essaie de faire vraiment des définitions, mais dans la réalité, souvent, ça tient, les petites différences tiennent à pas grand-chose, en fait. Donc, c'est pas toujours facile à classer. Puis moi, j'ai
il y a plusieurs choses. En fait, il y a comme déjà une critique un peu de la consultation publique, parce que la consultation publique, c'est souvent comme ponctuel une fois ou quelques rencontres dans un processus de décision politique publique. Alors que dans l'idée de la coproduction, en fait, il y a déjà aussi l'idée d'agir en partenaire, comme une forme d'égalité, en fait, dans la façon de mettre les choses ensemble, puis dans le temps, en fait, hein, parce que par rapport à la consultation publique, c'est ça. Sauf que quand on regarde généralement, comme quand on transfère du pouvoir aux citoyens, plus on lui en transfère, plus souvent, en fait, c'est sur une partie infime. Donc, par exemple, si on prenait l'exemple des ruelles vertes, ben voilà, c'est une forme de coproduction. Ça donne beaucoup de pouvoir aux citoyens, mais c'est juste dans la ruelle en arrière. Ça ne veut pas dire, c'est pas la même chose pour moi que de réfléchir sur comment est-ce qu'on va faire rendre notre quartier plus résilient par rapport aux événements météorologiques extrêmes. J'ai l'impression qu'il y a une critique de la consultation publique là-dedans, dans le sens qu'on trouve qu'on voudrait que ce soit plus engageant, plus à long terme. Mais en même temps, pour moi, il ne faut peut-être pas les opposer, c'est pas du tout la même chose en fait, puis on en a besoin de l'influence sur la décision publique qui vient avec la consultation publique, qui d'ailleurs elle-même peut être engageante sur des temps plus longs sans passer par de la coproduction qui est, comme tu l'as bien dit, plus la question de mise en œuvre en fait, puis qui souvent n'implique pas nécessairement les mêmes citoyens non plus. Puis je crois que quand les autorités publiques choisissent, il ne faut pas choisir l'un ou l'autre en fait, c'est vraiment selon des objectifs très différents. Et en fait, je pense qu'on va continuer. Non, mais je trouve ça intéressant parce que j'ai vu d'aller par quelqu'un pour deux choses, parce que est-ce qu'il y a vraiment une différence quand on utilise des dynamiques qui partent de la communauté puis qui vont, est-ce qu'ils ont vraiment l'influence sur les politiques institutionnelles? Puis, parce que j'entends aussi qu'il y a quand même un défi de partir d'une politique institutionnelle puis la descendre vers le bas puis mobiliser. Je me demandais, y a-t-il une distinction entre les deux? Est-ce qu'il y a... Je pense que c'est une bonne question et ce qui est drôle, et en fait c'est une discussion que Laurence et moi, parce que j'ai fait un postdoc avec Laurence il y a plusieurs ans, et on avait cette discussion en 2018, je pense. Quelle est la distinction entre ces deux? Donc, en fait, ce que j'étudie, c'est vraiment les exemples de coproduction entre les intervenants qui travaillent pour les OBNL, pour le secteur communautaire, et les bénévoles, les usagers, les citoyens. Donc, j'étudie ce que j'appelle coproduction, mais ce n'est pas nécessairement dans les services publics en tant que tels. Donc, ils sont des services qui sont pour le bénéfice de la communauté, pour la société, ils ne sont pas nécessairement financés par l'État. Donc, pour moi, c'est la coproduction parce que c'est vraiment une collaboration entre citoyens et professionnels, des employés qui sont prestataires de services. Mais est-ce qu'il y a une influence sur qui vient en haut? Ça dépend en fait, et je pense que c'est quand c'est lié aussi avec des autres démarches de collaboration entre ces organismes et les pouvoirs politiques, Donc, je pense que quand je compare, parce que j'ai fait des études en Angleterre, en France et au Québec, je pense que de mon point de vue, et peut-être que j'ai tort parce que je viens pas du Québec, mais je pense qu'il y a des routes pour avoir d'influence. Il y a beaucoup de partenariats entre les organismes et beaucoup de réseaux où c'est possible de transférer des connaissances, transférer des voix qui viennent de la communauté jusqu'au pouvoir politique. Dans le cas de l'Angleterre, je pense que c'est beaucoup plus difficile parce que la coproduction qui se passe dans le communautaire entre les citoyens et les intervenants est beaucoup moins, c'est un peu plus coupé avec les processus de participation politique, participation citoyenne. Donc, il y a des exemples qui se passent, mais c'est vraiment lié à des enjeux locaux qui sont, on doit faire quelque chose avec pas
si peu participatif dans le fait. Donc, c'est vraiment dans un contexte où ils utilisent la coproduction pour faire la prestation de services qui ne seraient pas là sans la coproduction. Donc, il faut avoir des autres channels pour faire l'influence au pouvoir politique. Moi, je me demandais si vous voyez des difficultés particulières ou des leviers particuliers lorsque vous territorialisez les politiques. Est-ce qu'il y a des facteurs dans les territoires qui vous aident à faire votre travail et qui vous permettent de le faire mieux? J'entends depuis plusieurs jours les réseaux de relais. J'ai l'impression qu'on a besoin de ces réseaux-là pour pouvoir atteindre les citoyens, savoir où ils sont. J'avais envie de vous entendre là-dessus. Alors, qu'est-ce qui peut faciliter ou freiner en fait cette coproduction? Effectivement, c'est la connaissance de notre territoire. Voilà. Ça, c'est vraiment un prérequis essentiel. Là, je prépare une formation pour la prise de poste de directeurs départementaux d'ARS et je vais à la rencontre des acteurs locaux. Et ce qu'ils me disent, c'est qu'ils ont des directeurs départementaux qui sont soit administratifs, soit qui sont sur le terrain. Il y a déjà du coup cette connaissance en fait, du terrain et d'aller vers. Donc connaître son territoire, connaître les opérateurs, savoir ce qui se passe en fait dans le territoire, les initiatives locales. Et c'est notre rôle en fait de les faire, de les soutenir et de les accompagner. Mais c'est vrai qu'en France, on fonctionne avec un réseau en fait, des ONL, voilà, qui sont en contact direct avec les usagers et qui sont nos interlocuteurs quand même du quotidien. Donc là, on a cette voie-là. Mais c'est déjà aller connaître son territoire et ça, c'est un prérequis pour pouvoir coproduire. Et puis après, il y a l'autre frein, c'est la volonté ou pas politique voilà, de l'agence de santé. Quoi. Chaque agence est différente. Quand vous dites connaître le territoire, parce que je comprends bien parce que je mets dedans, mais des fois quand j'en parle, les gens ne comprennent pas nécessairement qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce que c'est connaître les besoins du territoire, les personnes dans le territoire? Ok. Alors en France, en fait, dans le secteur de la santé, notre outil pour territorialiser et mettre en œuvre nos politiques maintenant, c'est les contrats locaux de santé. En fait, l'agence, elle va contractualiser avec les municipalités sur un contrat local de santé. Alors, bien sûr, c'est toujours pour la déclinaison du plan régional de santé. Et là, en fait, ça c'est très ouvert et je pense que là, je ne sais pas si on peut aller se dire, c'est de la coproduction, mais pour signer en fait ces contrats locaux de santé, il y a un diagnostic du territoire et ce diagnostic, il est ouvert à tout citoyen, à tout professionnel de santé. Donc c'est toute une démarche, en fait, sur plusieurs mois, pour identifier quels sont les besoins locaux spécifiques de ce territoire. Et donc ça, c'est un outil qui existe depuis, je crois, 2009. Mais il y a vraiment un avant et un après les deux crises que je vous ai dites tout à l'heure. Et désormais, on a, je n'ai pas les derniers chiffres, mais selon les régions, on peut avoir 50% de la population qui est couverte par un contrat local de santé. Et dans d'autres régions, on en a jusqu'à 75%. Et cet outil-là, pour nous, il est exceptionnel parce qu'on est autour de la table. Tous les acteurs, il n'y a pas besoin d'être en fait représentants. Tous les acteurs, et c'est au niveau de la municipalité, de l'intercommunalité. Donc ça a vraiment été un accélérateur au niveau de ces diagnostics partagés, vraiment faits avec les personnes citoyennes ou représentants citoyens. Merci. Quelqu'un t'a vu aussi des freins, des leviers qu'on pouvait utiliser pour pouvoir justement à la coproduction dans tes études de cas, dans les que tu étudies? Oui, je pense qu'il y a des grandes différences en termes de freins et leviers dans les contextes que j'ai étudiés parce que c'est vraiment lié aux influences des règles, comme en France, c'est vraiment un frein qu'on doit toujours avoir un cadre, une règle, un statut ou quoi. Je pense que c'est différent dans les autres contextes que j'ai étudiés. Par exemple, en Angleterre, le plus grand frein ou obstacle que j'ai
la réalité, mais aussi la perception qu'il n'y a pas assez d'argent pour faire des choses. Donc, d'un côté, on peut dire, on dirait que ça peut conduire à la coproduction, on peut dire que peut-être c'est une façon de faire des choses avec moins de financement, et à l'autre côté, ça rend des choses beaucoup plus difficiles. Quand il y a des services qui ont vraiment du mal à faire plus avec moins, il n'y a pas assez de temps, il n'y a pas assez de ressources, il n'y a pas assez d'employés pour faire de la coproduction. Donc ça c'est une grande chose pour les services publics, mais aussi pour les organisations administratives qui sont nécessaires beaucoup de types de services. Mais je pense que il y a aussi des leviers, il y a de volontés de faire des choses. Dans les OBNL, il y a vraiment une mission, une vision de faire la collaboration avec les citoyens, et je pense que c'est un levier fort. Je pense dans le contexte du Danemark, où j'habite maintenant, je suis un peu nouvelle au Danemark, donc c'est pour moi un contexte un peu différent des autres que j'ai ici, mais c'est toujours le cas. Je pense que là-bas, il y a beaucoup de coproduction qui se passe, mais c'est moins spontané, moins flexible que j'ai vu comme au Québec et en Angleterre. C'est vraiment lié avec une forte administration publique. Il y a beaucoup d'autonomie des municipalités de faire des choses, et il faut beaucoup de concertation avec la société civile et avec les citoyens, mais il y a aussi une tendance à absorber des initiatives qui viennent de la communauté. Donc il y a de coproduction ou de co-création qui se passe, mais il y a aussi de difficultés à accueillir de conflits ou de différences, parce que c'est vraiment une population très homogène. Donc c'est peut-être plus facile de faire de la coproduction parce que c'est une culture de confiance publique. Il y a beaucoup homogénéité, il n'y a pas assez de diversité de la population, mais ça peut dire que quand il y a des différences d'opinion, de culture, ça rend ça beaucoup plus difficile d'accueillir d'autres points de vue dans le processus. Laurence, je fais lire un article que tu as écrit il y a quelques années à des étudiants chaque année sur le fait que les institutions publiques n'ont pas toujours confiance aux citoyens. Ça, c'est vrai dans la participation plus large citoyenne publique, mais aussi dans la coproduction, on le voit aussi. Puis en quoi, justement, des fois, on met beaucoup d'attentes envers la coproduction, même la participation. En quoi ces attentes-là peuvent être peut-être soit un levier, mais aussi des fois, justement, un frein à notre capacité à mobiliser les citoyens dans des démarches. En fait, je répondrais à ta question d'une façon à l'envers. C'est-à-dire que si je répondais à la question juste avant sur les frontières, sur les barrières pour y arriver, c'est que, j'ai aussi par exemple sur des projets d'initiative citoyenne, en fait, puis ce que je me rendais compte, en fait, que c'est du point de vue du citoyen, lorsqu'ils ne comprennent pas toujours pourquoi est-ce que les services publics vont vers eux, pourquoi est-ce qu'on me demande quelque chose, puis ça, c'était pas toujours compris de la part des autorités publiques, qui se rendent pas compte que quand on va voir les citoyens, il y a comme l'idée d'une promesse. Je te fais une promesse, mais des fois, cette promesse-là n'est pas claire, en fait, en tant que telle. Puis là, ça crée toutes sortes de confusions, en fait, chez les citoyens sur mais pourquoi vous voulez avoir ce programme-là, pourquoi est-ce que vous venez me demander mon aide? Moi, je vais être responsable, mais je vais être responsable jusqu'à quand pour faire cette affaire-là? Puis aussi, les citoyens, pour eux, c'est dur de se repérer dans tout l'écosystème. Hier, par exemple, je lisais une entrevue que j'avais faite autour de la mise en place d'un jardin. Puis là, les citoyens étaient
poche. Puis ensuite, il fallait aussi une auto-SBL, en fait, pour les aider pour le jardinage, parce que c'est qui ont mis les mains dans la tête, c'est pas facile de faire en sorte que notre jardin fonctionne. Et là, tout ce monde-là était là la première année, au bout d'un an, il n'y avait plus personne. Puis, mais il n'était pas franchi, c'était pas dans l'entrevue, c'était juste, on n'a juste pas compris. Puis, parce qu'ils pensent que c'est pour eux quand on arrive comme citoyen, on ne peut pas comprendre les rôles de chacun. Puis, est-ce qu'ils vont être là longtemps, pas longtemps, c'est normal, ils vont juste venir une fois parce que le financement est comme ça. Et c'est comme si c'était pas explicite en fait pour eux. Fait, ils ont continué pareil, puis c'était correct, mais c'était juste, ça amène beaucoup d'incompréhension. Puis là après, si justement il y a la peur de l'instrumentalisation devient vraiment très très forte en fait de ce point de vue-là. Puis je pense en fait que du point de vue des autorités publiques, pour répondre à ta question, je pense en fait que effectivement il peut y avoir ça peut être très exigeant. Puis je pense que pour les fonctionnaires qui font ça, s'ils peuvent se retrouver tout seuls de leur équipe à devoir mobiliser les citoyens, puis ils ne sont pas toujours bien outillés pour le faire. Puis tu sais, moi je me suis toujours demandé si faciliter genre des exercices de consultation publique, c'est la même chose que garder des citoyens mobilisés sur le temps long. C'est-à-dire que, évidemment, c'est pas la même chose, mais est-ce que ça prend les mêmes aptitudes? Puis ça, je suis pas sûre, puis ça serait bien de les nommer. Ça peut être la même personne qui le fait, mais je veux dire, c'est pas les mêmes compétences, les mêmes aptitudes d'être capable, pour être capable d'aller les mobiliser en fait en tant que tel. Parce qu'autrement, on crée. C'est comme si on crée du désenchantement et chez le citoyen, mais aussi chez le fonctionnaire, il se retrouve avec un poids sur les épaules assez important. Non, mais je vais revenir à la question de la durabilité un peu plus tard parce que c'est vraiment important. Puis je me demandais, bon, est-ce que vous voyez, parce que vous n'êtes pas la seule à avoir ce rôle-là ou à avoir tenu ce rôle-là, est-ce que vous voyez justement des types de leadership, des types de compétences, comment on le fait finalement? Il y a cette question-là qu'on se fait poser. Moi, pendant les cafés, j'ai eu quelques questions de nos participants, mais finalement, c'est la question de comment on le réalise, puis quelle posture pour adopter justement pour faire des postures. Oui, alors merci pour la question, parce qu'en fait, c'est vraiment au sein de l'HESP, donc on forme les fonctionnaires du système de santé, et on a travaillé sur un référentiel de compétences pour les instituteurs d'action sanitaire et sociale il y a 2 ans, et on s'est rendu compte qu'on n'avait pas dans notre ancien référentiel de compétences sur la coopération, sur la coproduction. Et donc on a eu toute une démarche de quoi on a besoin en fait comme compétences pour coproduire. Donc on revient en fait sur des compétences relationnelles en fait, et aussi l'humilité. On parlait de posture depuis le début de la semaine, ça fait beaucoup écho. Dans la formation que j'ai coordonnée là, pendant 6 ans, on a intégré en fait des enseignements sur la posture professionnelle. Et donc au départ les apprenants ils étaient un peu surpris, mais pourquoi en fait on a des enseignements, c'est quoi une posture professionnelle? Mais en fait ça s'apprend la posture professionnelle de fonctionnaire où tu représentes l'État et en même temps tu dois aller chercher la coopération. Et donc c'était plus ou moins bien reçu d'ailleurs, mais ça a beaucoup surpris. Et désormais, en tout cas, dans notre référentiel de compétences, on a une compétence coopérée. Parce que ça s'apprend en fait de coopérer. Et du coup, d'être en horizontalité, cette posture verticale de l'État. Et je rejoins en fait ce que vous disiez, c'est très important dans la coproduction d'être clair sur le fait que oui, on va peut-être coproduire, on va peut-être coopérer, que les idées en fait du terrain dont on a besoin pour faire avancer en fait nos politiques et répondre aux justes besoins du territoire, parfois ça ne va pas en fait, se concrétiser, ça ne va pas être
arriver parce qu'on se demande toujours est-ce que une démarche de coproduction doit être durable. Et si elle est durable, qu'est-ce que ça veut dire? La durabilité ou la pérennité dans une action coproduite. L'année dernière, il y a 18 mois, on avait eu l'exemple de Relette qui, des fois, ne perdure pas dans le temps nécessairement. Donc, on se posait la question est-ce que c'est ça qu'on veut garder ou faire perdurer? J'imagine que c'est un petit peu différent quand on veut territorialiser des politiques publiques, mais je voudrais vous entendre peut-être, Caitlin, sur la pérennité en particulier. Je pense que la durabilité est une des grandes questions de la coproduction. D'un côté, je pense qu'il y a des démarches ou des projets qui ne doivent pas nécessairement durer infinitivement. Donc, il y en a quelques-uns qui sont peut-être pour 4 ans, 5 ans, et c'est peut-être c'est assez de temps pour produire quelque chose de nouveau, et peut-être il ne doit pas rester pour toujours. Mais en même temps, je pense qu'il y a beaucoup de services qui sont super importants, comme dans le santé, dans le développement communautaire, où c'est vraiment nécessaire que l'implication des usagers et des citoyens dure avec le temps, que c'est peut-être pire de faire la coproduction qui arrête que de ne pas coproduire. Donc, des fois, si on fait de coproduction qui n'est pas assez durable, ça peut avoir un mauvais effet sur la confiance, sur les liens sociaux et tout ça. Donc, je pense qu'il y a, c'est une question que j'étudie, c'est quelque chose qui est difficile d'étudier parce qu'il faut étudier quelque chose avec beaucoup de temps, et je sais que j'en viens avec beaucoup de recherches là-dedans. Mais c'est quelque chose que je trouve qu'il y a toujours une nécessité pour des capacités, pour des compétences, pour que les professionnels puissent continuer à impliquer les citoyens et que les citoyens puissent continuer à être engagés. Mais il y a aussi une nécessité de cet engagement mutuel, que les personnes se sentent partie de quelque chose, qu'il y a une sorte d'identité partagée qui est créée entre les participants qui veulent continuer à faire la coproduction. Donc c'est ça qui est important au niveau individuel. Au niveau organisationnel, il faut qu'il y ait de structures qui peuvent durer avec le temps, assez de ressources bien sûr, mais aussi une culture organisationnelle qui est susceptible à continuer d'inclure les citoyens et les usagers dans les processus de coproduction. Donc c'est quelque chose il y a des facteurs qui existent à plusieurs niveaux, qui peuvent être des leviers ou des freins à la coproduction, mais aussi à la coproduction qui continue avec le temps. Et finalement, je voulais dire qu'il y a aussi deux façons de voir la durabilité de coproduction. On peut regarder la continuation des rapports, la continuation de ces collaborations, mais aussi il y a la continuation des effets, des résultats qui continuent peut-être après que la collaboration est finie. Il y aura peut-être des effets sur les services, sur les communautés qui peuvent être durables. Comme s'il y avait deux éléments qu'il faut regarder, la pérennité du coût, donc de l'élément collaboratif, puis de ce qu'on produit, puis ces deux choses. Laurent, puis là je t'amène peut-être sur un terrain, mais avec la transition socio-écologique, il y a cette question-là de la pérennité encore plus aussi, là, de la coproduction, peut-être même comme moyen d'action. Tu veux nous en parler un peu? Oui, ok. Peut-être ça revient justement à l'enjeu tantôt qu'on disait un peu rendre
monde se sent un peu impuissant par rapport au changement climatique, puis on soit de déni, et donc ces programmes-là aussi servent souvent en fait à aller un peu activer les citoyens pour un peu comme conscientiser en fait. L'objectif n'est pas juste souvent l'action qu'on va faire, mais de se mettre ensemble pour aussi dans l'idée, par exemple, de créer des communautés plus résilientes en fait par rapport au changement climatique, créer du lien social, etc. Fait qu'il y a comme un autre objectif qui n'est pas nécessairement l'objectif immédiat en fait. Puis c'est ça qu'on voit beaucoup dans ces programmes-là. Puis à cause de ça, il y a beaucoup d'expérimentation, mais là on est un peu dans une période de recul environnemental, puis là, tous les financements sont en train de tomber, puis on est en train de perdre tous les apprentissages qui ont été faits en fait en général dans la mobilisation des citoyens. Fait que j'exagère un peu, je dramatise, mais quand même il y a des reculs, puis ça c'est vraiment dommage parce qu'il y a plein de choses qui ont été testées. En fait, on est en mode un peu expérimentation, c'est ce qui est intéressant. Sauf que là, on serait comme rendu, il me semble pour moi, à l'étape où c'était des expérimentations-là, il faudrait les changer en règlement puis en loi. Puis c'est d'autant plus important dans les municipalités qu'on sait qu'au Québec, les municipalités sont juste autorisées à faire ce qui est dit dans la loi. Fait que si on n'adapte pas le règlement et les lois, ben, elles ont beau, évidemment, elles trouvent des marges de manœuvre parce qu'elles sont dans la proximité du lien, ça donne un peu de marge de manœuvre, mais à un moment donné, ils sont bloqués en fait. Puis là, je trouve qu'en retirant les financements, entre autres sur la transition socio-écologique, sur la mobilisation des citoyens, ben, on se retrouve en fait que les apprentissages, on n'arrive pas à les continuer en fait. Je voulais rebondir en fait sur les conditions de durabilité et sur la culture en fait organisationnelle. Et c'est tellement vrai en fait. C'est vraiment une question de culture. On est vraiment au tout début en fait de cet essaimage. Et vous avez peut-être la même chose au Québec. Et nous, on a une direction interministérielle de la transformation publique, donc qui dépend du ministère de la fonction publique. Et c'est vrai qu'on a une équipe en fait au niveau national qui sont 180 personnes. Ça a été je pense qu'ils ont été créés juste avant le Covid. Et donc, ces agents-là de la fonction publique, ils sont chargés d'accompagner l'administration dans sa transformation. Et ils ont, je ne sais plus, 4 ou 5 services, mais ils aident les administrations à réussir en fait cette transformation de coproduction, en tout cas d'aller sur la coopération. On verra pour la coproduction. Et pour ça, on a des outils en fait sur le territoire. On a des laboratoires d'innovation publique, comme vous, j'imagine. Il y en a 150 maintenant qui sont référencés sur le territoire français, à la fois des laboratoires portés par l'administration d'État, par l'administration hospitalière et puis les collectivités territoriales. Et donc, toute association, établissement ou administration peut recourir à ces laboratoires autour du design en fait, des services et en repartant en fait, de la vision terrain et des usagers. Et donc ces laboratoires, c'est assez bluffant ce qu'ils arrivent à faire. Se pose la question évidemment du financement, mais pour l'instant, en tout cas les labos ils sont sanctuarisés. Et puis cette direction en fait, elle développe plein de communautés pratiques et de formations à destination des fonctionnaires. Et donc on a maintenant à peu près 1000 agents qui vont être soit des co-développeurs, soit être formés à la facilitation, soit au design du service public. Et donc ça, c'est tellement innovant chez nous que parfois il faut aussi valoriser ce qui se fait bien en France. Et je trouve que cette direction, elle est encore méconnue. Et nous, dans les formations, à chaque fois que j'ai des apprenants, je leur dis est-ce que vous connaissez la DITP, est-ce que vous connaissez les formations qui sont accessibles même en ligne et ensuite en présentiel. Et donc je vais pas en parler aujourd'hui parce que pour qu'on arrive vers toujours aller chercher cette vision du terrain, cette vision en fait, des usagers pour ajuster nos services publics, il faut aussi qu'on soit formé aux méthodes et à cette posture. Sur ça, je vais ouvrir le dialogue avec les participants. Merci beaucoup pour vos partages. Puis à vous maintenant.